Deuxième propriété fondamentale de la connaissance, on a vu au chapitre précédent qu'elle était prolifique, elle est aussi collégiale. D'où la métaphore que je vais tisser à outrance de la partouze, collégiale, collegare. Vous savez qu'en latin, intelligence, ça veut dire faire des liens distants, interligere. Collégial, ça veut dire relier entre plusieurs personnes ou entre plusieurs choses. La connaissance est collégiale. Les soufis disent la vérité est un miroir brisé, chacun en détient un petit morceau, et chacun pense que son petit morceau représente le tout. La vérité est un miroir brisé. Retenez ça parce que la connaissance, c'est la même chose. La vérité est un miroir brisé. Chacun pense que son petit morceau représente le tout. Donc, on peut voir la connaissance un peu comme une boule à facettes. Et vous créez de la valeur quand vous rassemblez des morceaux pour avoir une image plus pertinente, plus générale, qui peut parfois déclencher ce qu'on appelle en sciences cognitives un overview effect, c'est-à-dire quand vous avez pris du recul et que vous voyez la grande image, que vous voyez le panorama, du grec voir tout, panoptique, panorama, par opposition à ce que j'ai appelé dans mes travaux un oligorama, du coup en grec, oligos, peu, pan, tout. Un oligorama, c'est ne voir qu'une partie d'un domaine, d'un sujet, et un panorama, c'est voir tout. Et bien, essayez de développer une approche panoramique de la connaissance, mais c'est difficile, c'est pas gratuit. Pour avoir une approche panoramique d'une connaissance, il faut avoir réuni les petits morceaux qui sont détenus par des guildes, des corporations, des centres d'intérêt différents. Et c'est là que c'est intéressant de les réunir. Maintenant, si on fait un peu d'histoire contemporaine sur l'économie de la connaissance, je vous ai dit et je vous rabâche que c'est la plus vieille économie de l'histoire de l'humanité, il n'y a pas de problème avec ça, mais c'est intéressant de constater l'histoire contemporaine. Et même si j'ai parlé de Tesla, de Edison, etc., du début de la Silicon Valley, qui est né avec la radio, mais pour ça je vous renvoie à notre masterclass sur l'histoire de la Silicon Valley, eh bien on pourrait s'intéresser à 1977 en particulier. 1977, la Silicon Valley est déjà très prégnante, elle est déjà reconnue, elle existe, ce n'est pas un signal faible, c'est déjà une méga tendance, au point que à peine 3-4 ans plus tard, il y aura un James Bond dessus, View to a Kill avec Christopher Walken, où le méchant veut détruire la Silicon Valley. Donc c'était déjà devenu un phénomène culturel, et comme je vous l'ai dit, c'est l'aboutissement. Quand ça devient un phénomène culturel, c'est que ça aboutit. Et vous avez un président qui encore aujourd'hui est assez controversé, pas en tant qu'humain, c'est un humain remarquable, c'est une belle personne, ce qu'on appelle aujourd'hui une belle personne, c'est Jimmy Carter. Quand je dis belle personne, c'est que il a plus de 90 ans, il continue à construire des maisons pour les pauvres aujourd'hui avec sa visseuse pour une ONG américaine, alors qu'il devrait être dans un lit ou dans un EHPAD. Et Jimmy Carter, dont vous savez peut-être qu'on l'appelait Peanuts parce qu'il avait une ferme et il produisait des cacahuètes, va être un précurseur en matière d'économie de la connaissance, même si, hélas, ça a plutôt été un échec. Dans le sens où, au départ, Jimmy Carter se dit peut-être qu'il faudrait que le dollar fût non pas la monnaie des matières premières dans le monde, mais la monnaie de la connaissance. C'est encore un grand sujet aujourd'hui, puisque même en 2024, la question de la dédollarisation de l'économie est au cœur des débats, en particulier non plus entre le tiers-monde et les deux blocs pendant la guerre froide, mais entre les BRICS et ce qu'on appelle aujourd'hui l'extrême Occident, c'est-à-dire les États-Unis et leurs alliés. Et les BRICS, évidemment, en ont marre que les matières premières soient cotées en dollars. Parce qu'aujourd'hui, ce qui fait la puissance du dollar, c'est que si vous voulez acheter du pétrole, de la bauxite, des diamants ou du jus d'orange surgelé, il faut payer en dollars. Donc le dollar est devenu un coupon de souveraineté. Si vous êtes un pays souverain, vous êtes obligé d'acheter des matières premières. Et pour acheter ces matières premières, vous ne pourrez payer pour les gros volumes que en dollars. Et ça, c'est pas naturel, ce sont les États-Unis qui se sont battus pour imposer cet état de fait. Et du coup, ça crée des inégalités économiques majeures que les BRICS aujourd'hui considèrent comme délétères à l'économie mondiale. Et bien Jimmy Carter, dès 1977, s'était dit, si le dollar est la monnaie du pétrole et des hydrocarbures en général, il va falloir que l'on contrôle les sites d'extraction. Parce qu'en soi, ce n'est pas naturel pour l'Arabie Saoudite, pour les membres de l'OPEP, dont l'Arabie Saoudite est le plus gros exportateur, ce n'est pas naturel pour eux de coter leurs matières premières en dollars. Parce que qu'est-ce que c'est que le dollar comme toute monnaie nationale? C'est un bon d'achat sur l'économie du pays. Quand vous avez du dollar en main, en réalité, vous avez un bon d'achat sur la boutique États-Unis d'Amérique. Or, imaginez, vous produisez du cacao ou du café d'excellente qualité et vous avez Apple qui veut vous en acheter parce qu'ils ont envie d'acheter votre super café. Et imaginez qu'Apple vous paye en bon d'achat Apple. Vous ne serez pas content. Vous direz, moi non, j'ai envie d'avoir une plus grande liberté dans mes possibilités de dépenser l'argent contre lequel j'échange mon café.
Donc c'est certainement pas un bon d'achat Apple que je veux. En plus, vous imaginez à quel point c'est biaisé. Je vends mon café à Apple et lui m'oblige à dépenser l'argent qu'il m'a donné chez lui, puisque ce sont des bons d'achat Apple. Ça va pas. Eh bien, la situation d'avoir les matières premières cotées en dollars à l'échelle mondiale, et j'insiste, c'est toutes les matières premières, hein, comestibles ou pas, minérales ou pas. Eh bien ça, c'est un problème même déontologique, mais en tout cas c'est un problème politique, puisque ça signifie que quand vous êtes producteur de cacao, de café, de pétrole ou de gaz naturel, les États-Unis vous payent en bons d'achat sur leur propre économie. Ça va pas du tout. Eh bien Jimmy Carter s'était dit, si le dollar est la monnaie du pétrole et du gaz naturel, on va devoir contrôler les sites d'extraction. Parce que, encore une fois, le Qatar ou l'Arabie Saoudite, ils font pas ça spontanément. Ils n'ont pas spontanément envie de mettre leur pétrole en dollars. Ils le font parce qu'ils sont obligés. Les accords du Quincy qui ont été signés entre le roi d'Arabie Saoudite en 44 ou 45 et Roosevelt sur l'USS Quincy, c'est pour ça qu'ils portent ce nom, était un accord très simple. Les États-Unis maintiennent la monarchie au pouvoir, qui est une monarchie absolue, donc qui peut être renversée. Les États-Unis maintiennent la monarchie au pouvoir. En contrepartie, la monarchie cote son pétrole en dollars. Bon, Carter se dit, tôt ou tard, faire du dollar monnaie de réserve du pétrole, ça va nous coûter plus cher que ça nous rapporte, parce que pour imposer ça, il faut une armée énorme. Il faut le Pentagone, aujourd'hui c'est 900 milliards de dollars par an, Pentagone plus département d'énergie, donc bombe atomique. 900 milliards. Quand j'ai commencé les confs, c'était 700. Aujourd'hui, c'est 900. Et donc ça coûte évidemment une fortune, tous les ans. Et notamment pour maintenir la suprématie du dollar, il faut 12 porte-avions, il faut des bases partout dans le monde, il faut la capacité de, comme disait Theodore Roosevelt, marcher gentiment mais avoir un gros bâton. Alors Carter se dit peut-être que ce serait mieux que les États-Unis soient la monnaie, le dollar soit la monnaie de la connaissance. Parce qu'on a déjà, les États-Unis, les meilleures universités, la Silicon Valley, le soft power, ce qu'on allait appeler plus tard le soft power, la capacité d'attraction. Donc je rappelle en géopolitique, le hard power en quelque sorte c'est la capacité à violer, et le soft power c'est la capacité à séduire. Et c'est bien plus important aujourd'hui d'avoir du soft power. Donc les États-Unis ont cultivé ce soft power avec Hollywood, avec l'apogée culturelle qu'ils représentent dans les années 70-80, et bien entendu, leurs universités dominent le monde. Et domine en particulier le fameux brain drain, la capacité à attirer les meilleurs cerveaux encore aujourd'hui. On le voit dans la Silicon Valley, avec tous les meilleurs ressortissants indiens ou binationaux indiens qui sont chefs d'entreprise dans la Silicon Valley. Donc Carter dit, voilà, j'aimerais que le dollar soit la monnaie de la connaissance. Il va hélas pas y arriver. Le dollar va rester la monnaie du pétrole. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, la protection des sites pétrolifères s'appelle ironiquement la doctrine Carter en géopolitique. L'idée que les États-Unis se réservent le droit de déployer leur armée dans le Golfe, ce qui va justifier plus tard la première et deuxième guerre du Golfe, alors que Carter était un démocrate, hein, c'était pas du tout la famille Bush. Mais ce qui est marrant, c'est que la famille Bush va entraîner les États-Unis dans l'aventure irakienne au nom de la doctrine Carter. Au passage, ils se détestaient. Eh bien, c'est quand même un prémisse important dans l'histoire contemporaine que Carter dise oui, je reconnais que la connaissance vaut plus cher que le pétrole. C'était quand même quelque chose de nouveau. Ça a donné des phénomènes culturels en France comme sous Giscard, en France on n'a pas de pétrole mais on a des idées. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Par exemple, TGV, Concorde, etc. Et Minitel par la suite. En 84, vous avez donc Steve Jobs avec Apple. Alors Apple, c'est un cas fascinant. Encore une fois, on en parle dans la masterclass sur l'histoire de la Silicon Valley, mais pour simplifier, il y avait la confiance. La confiance a deux dimensions, la confiance en soi et la confiance en l'autre. En général, quand on n'a pas confiance en soi, on ne fait pas confiance aux autres et vice-versa. Mais un des aspects de la confiance qui a permis à Apple d'innover, c'est par exemple qu'on a un représentant des Shockley Semiconductors, donc Shockley Labs, qui étaient les plus gros fabricants de semi-conducteurs à l'époque, qui était commercial, donc c'est un mec qui s'appelait Mike Markula. Il venait de prendre son bonus, il était vraiment richissime, et il arrive avec sa Corvette devant le garage de Steve Jobs et Steve Wozniak, et il leur dit « je vais vous mettre 250 000 $, ce qui à l'époque était beaucoup plus qu'aujourd'hui, hein, c'était l'équivalent d'1 million de dollars aujourd'hui minimum. Et donc, on a Steve Jobs qui va sortir le Macintosh, ça va pas être un vrai carton tout de suite, mais culturellement, ça va marquer les esprits, et surtout, ça va définir la ligne directrice d'Apple, même si Steve Jobs va quitter Apple, comme vous le savez, ça s'appellera se faire stiver, se faire virer de sa propre boîte, se faire stiver. Il va recruter l'ancien PDG de Pepsi, en lui disant d'ailleurs « qu'est-ce que tu veux dire à tes enfants ?
que tu as vendu de l'eau sucrée toute ta vie ou que tu as changé le monde avec moi. C'est comme ça qu'il va le recruter. Mais ce PDG de Pepsi, qui s'appelait Scully, va le virer. Et Steve Jobs va créer d'autres boîtes, on va les voir après, parce que c'est des études de cas fascinantes pour l'économie de la connaissance. Vous avez une vidéo qui est devenue assez célèbre, où en fait en 84, on est donc sous Mitterrand depuis 3 ans, et Steve Jobs est interviewé en marge d'une visite, puisque Mitterrand s'est rendu dans la Silicon Valley. Et pour voir un peu, parce que évidemment beaucoup de pays voulaient avoir leur propre Silicon Valley, sans comprendre que c'était l'aspect culturel qui permettait vraiment à ces pays d'avoir leur Silicon Valley au départ. Et Steve Jobs va être interviewé en marge de la visite de François Mitterrand. On va lui demander comment on pourrait avoir une Silicon Valley en France. Et il va répondre, votre problème en Europe, pas qu'en France, mais en Europe, c'est que chez vous l'échec c'est très grave. Donc il dit directement, nous dans la Silicon Valley, on passe notre temps à échouer. Quand on se casse la gueule, on recommence. C'est pas grave d'échouer. En Europe, si vous échouez, ça vous suit toute votre vie. Vous êtes un paria, vous avez fait une faillite. Aux États-Unis, c'est pas grave, vous repartez. Là aussi, case in point, le cas LinkedIn, dont le fondateur avait fait faillite plusieurs fois, avait même été interdit bancaire plusieurs fois aussi, avant de réussir. Donc, dans la Silicon Valley, on passe son temps à échouer. Alors, il y a eu quelques abus. Par exemple, Theranos pour les biotechnologies, ou Nikola, dont le fondateur a fini en prison, qui voulait faire des camions électriques, ou bien FTX, donc l'échangeur de crypto-monnaies. Et c'est ça tout le subtil équilibre pour maintenir la confiance. Il faut évidemment éviter d'avoir trop d'escrocs. Mais à l'époque, en effet, l'optimisme dans la Silicon Valley était tel que l'on faisait confiance à de jeunes entrepreneurs comme Steve Jobs, qui n'avait pas de background particulier en informatique, mais qui a été un des plus jeunes milliardaires, millionnaire à l'époque, en centaines de millions. Et Steve Jobs, évidemment, avait une dimension culturelle très intéressante, c'est-à-dire que, d'abord, il a servi d'émulation, c'était l'idole de Bill Gates, par exemple, dont il était le client. Mais au-delà de ça, le fait qu'il prenne de l'acide, que ce soit un héritier de la génération beatnik, et qu'il ait vraiment, il voulait en fait partir en Inde dans un ashram. Il va appeler la société Apple parce qu'il avait passé un été à cueillir des pommes dans l'Oregon. Et il a aussi appelé Apple pour qu'elle soit première dans les listings par rapport à Atari. Mais je vous encourage à voir cette vidéo où il explique à l'administration Mitterrand à l'époque votre problème qui n'est toujours pas réglé 30 ans plus tard. Vous voyez, 40 ans plus tard, pardon, 84, 2024. 40 ans plus tard, c'est toujours pas réglé. Il dit, chez vous, l'échec, c'est très grave, alors que chez nous, on passe notre temps à échouer. La connaissance explose, elle double tous les 9 ans. En fait, aujourd'hui, elle doublerait tous les 2 ans. Et c'est une des raisons de l'intérêt de l'intelligence artificielle. C'est que avant, en fait, Internet était une première grande révolution qui permettait d'accéder à beaucoup de connaissances parce qu'on a un problème logistique sur la connaissance. Comme elle est prolifique, elle croît très vite. Or, pas besoin d'être un spécialiste en logistique pour savoir que quand vous avez un stock qui croît exponentiellement et un flux qui croît linéairement, vous allez avoir un embouteillage. Si par exemple, je vous dis, j'ai ouvert 10 usines en Chine pour faire des voitures, mais j'ai qu'une départementale pour livrer mes voitures, il y aura un embouteillage. C'est inévitable. Parce que le stock de voitures augmente exponentiellement, j'ai ouvert 10 usines, mais la départementale, c'est une livraison linéaire, elle n'est pas plus grande. Donc, vous aurez un embouteillage. Il y a des embouteillages de connaissances aujourd'hui. Le stock de connaissances croît exponentiellement, mais la livraison des connaissances ne croît pas exponentiellement. Sauf que, entre le moment où j'ai commencé mes conférences et maintenant, les nouveautés, c'était donc Internet, les moteurs de recherche. Maintenant, l'IA peut être une autoroute de la connaissance. Au passage, le terme autoroute de l'information, il a été popularisé par Al Gore, qui voulait expliquer aux Américains l'intérêt d'investir dans Internet. Comme il allait, parce que Clinton, il faut se replacer dans le contexte, aujourd'hui tout le monde s'en fout, mais Clinton a été un des rares présidents américains, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, qui a dégagé des surplus budgétaires. C'est un truc complètement inimaginable aujourd'hui, dans tous les pays d'extrême occident, dégager des surplus budgétaires. Je crois que les seuls qui font ça, c'est l'Irlande, la Suède et la Suisse. Mais Clinton avait réussi à faire un budget américain qui fut excédentaire. Et du coup, chaque politique fiscale, chaque demande de financement était minutieusement étudiée et Al Gore, son vice-président, avait eu l'intelligence de vendre aux Américains l'investissement dans l'Internet, à l'époque on disait l'Internet, the Internet, comme les autoroutes de l'information. Information Superhighway, c'est lui qui a inventé ce terme.
qui est un terme purement politique. C'est vraiment un terme pour vendre le concept. Donc les fibres optiques à l'époque, les câbles coaxiaux en cuivre, etc. Pourquoi ils faisaient ça? Parce qu'ils savaient que les Américains comprenaient le concept d'autoroute, la liberté, etc. C'était sous Eisenhower qui avait lancé le programme des freeways avec le lobby automobile qui avait payé énormément pour pas qu'il y ait de train, parce que le train c'était le mode de transport des communistes pendant la guerre froide, surtout en plein McCarthyisme. Et ça avait coûté une blinde. Vraiment, c'était un des grands méga projets, les super highways américaines, parce que les États-Unis ont un très grand territoire. Al Gore, pour réifier, vous vous souvenez de ce mot, réifier, transformer en chose, concrétiser, pour réifier Internet, qui était un truc abstrait, il avait vendu le concept d'autoroute de l'information, qui est devenu aujourd'hui vraiment consacré, quoi. Et ben voilà, aujourd'hui il y a des embouteillages de connaissances, et en fait de nouvelles autoroutes émergent. Certains investissent bien sûr, comme Elon Musk, dans les implants de Renault. Comme je vous l'ai dit, même s'ils peuvent avoir un potentiel réel, je ne vais pas renier en tant que neuroscientifique de formation que c'est quelque chose qui a un potentiel réel. Par contre, déontologiquement, ça me pose problème. Mais il y a d'autres interfaces, comme notamment les interfaces visuelles. Apple a tenté ça avec l'Apple Vision, même si à l'heure où on tourne cette masterclass, c'est un échec commercial pour l'instant. Apple peut toujours aller plus loin par la suite. Et donc aujourd'hui, l'IA semble être l'autoroute la plus prometteuse pour transférer plein de savoir, parce que l'IA, c'est un bibliothécaire intelligent qui a tout lu en fait. Et comme il a tout lu, vous pouvez lui poser des questions plutôt que de vous farcir la lecture vous-même des sources, avec tous les problèmes que ça représente. Parce que si l'IA s'interpose entre vous et la source, elle peut aussi l'interpréter, elle peut aussi la truquer, elle peut aussi avoir des biais, et on sait qu'aujourd'hui, quelques grosses boîtes d'IA vont constituer un oligopole et pourraient modifier la mémoire collective, comme c'était déjà un risque avec Google. Quoi qu'il en soit, les Coréens ont eu un ministère de l'économie de la connaissance, donc c'est pris au sérieux, même si aujourd'hui c'est intégré à l'économie tout court. Là, vous voyez un robot coréen qu'on vous insère, c'est Ubo Einstein, qui était donc pour montrer le futur de la robotique pour les Coréens. Et puis là, je vous ai mis une photo dans laquelle j'aime zoomer, elle est vraiment grande, là c'est les photographies prises en moyen format par les photographes de la Maison Blanche, où vous voyez Barack Obama avec Steven Chu, prix Nobel pour ses recherches sur les lasers, qu'il avait nommé ministre de l'énergie. Donc quand Barack Obama a nommé Steven Chu ministre de l'énergie, bon ça date maintenant, hein, c'est 2010 je crois, ça a été interprété comme un tournant majeur vers l'économie de la connaissance, et en effet, là aussi qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, Barack Obama a été à un moment donné un grand chantre de l'économie de la connaissance aux États-Unis, bon, avec ou sans succès, puisque vous voyez que là aussi ça serait une analyse marxiste, ou en tout cas structurelle, à savoir quand Carter prêche l'économie de la connaissance, il se retrouve à quand même devoir prêcher la doctrine Carter de s'autoriser à déployer l'armée américaine en Irak pour protéger les puits de pétrole, pour accaparer les puits de pétrole. Donc, même si Obama avait lancé tout un tas de programmes pour l'économie de la connaissance, l'héritage est plus mitigé parce que à la fin, la géopolitique des matières premières est tellement importante pour le dollar que ça les rend pas particulièrement enclins à mettre le paquet sur l'économie de la connaissance. Par contre, il faut quand même reconnaître que les Mahamas, donc Meta, Amazon, Apple, Microsoft et Alphabet, restent tous américains, même s'il y a des concurrents chinois comme WeChat, Samsung ou Huawei. Autre donc propriété de la connaissance, on a vu prolifique et collégiale dans cette leçon. Là, je vous ai mis le cas de Jimmy Wales, le fondateur de Wikipédia. C'est un cas très intéressant parce que le modèle en fait du wiki a été repris par la CIA elle-même, qui l'avait, c'est déclassifié, c'est officiel. Il existe un Intellipédia, un wiki de la CIA. Donc la vérité est un miroir brisé, chacun en possède un petit morceau. Ça veut dire que même la CIA utilise comme data system des wikis, des pages dans lesquelles chacun peut contribuer, selon son niveau évidemment d'accréditation secret défense, pour se renseigner sur une cible. Or Wikipédia, qu'est-ce que c'est? C'est un exemple typique où le manque de ressources rend intelligent, puisque au départ, on est dans les années 90, on a un entrepreneur du porno, et oui, Jimmy Wales, fondateur de Wikipédia, était entrepreneur du porno. Et oui, je vous ai parlé de Venise avec les rotomaquions, je vous ai parlé du VHS avec les cassettes vidéo de boules, c'est pareil en fait pour Wikipédia. À savoir, Jimmy Wales était le patron de Bomis.com, qui était littéralement un site de cul. Mais ça le déprimait. Au bout d'un moment, voilà, on se fait des idées sur l'industrie du porno, en fait, il n'était pas heureux. Et donc il s'est dit, j'ai envie de faire un truc qui sera plus significatif pour l'humanité, un peu comme Steve Jobs avait dit à Scully de Pepsi, est-ce que tu as envie de dire à tes enfants que tu as vendu de l'eau sucrée toute ta vie, quoi. Et donc Jimmy Wales décide de créer une encyclopédie, qui, sans mauvais jeu de mots, par rapport à son activité antérieure, va s'appeler au départ Nupédia. Mais nu comme la lettre grecque nu, vous l'aurez compris. Et ça va foirer.
parce qu'ils payent des universitaires pour faire des articles. Mais bon, les universitaires, ils n'ont pas que ça à foutre de faire des articles pour un entrepreneur du porno non plus. Même s'ils sont payés, ils livrent pas leurs articles à temps, ça progresse pas, et le type épuise tout son capital, et son Upédia ne marche pas. À la même époque, vous avez un autre entrepreneur qui est lui plein aux as, c'est même l'homme le plus riche du monde, et il s'appelle Bill Gates. Avec le succès de Microsoft, en particulier de la série Windows, il est devenu l'homme le plus riche du monde. Et il a une encyclopédie que plus personne ne connaît aujourd'hui, qui s'appelle Encarta. Et Encarta paye tout un tas d'universitaires qui, eux, sont contents de contribuer, parce qu'ils bossent pour Bill Gates, parce que c'est la classe, et qu'ils sont très bien payés. Eh bien, comment Wikipédia va battre Encarta à l'époque? Eh bien, en disant, on n'a plus de thunes, donc on va laisser n'importe qui éditer les pages. Parce que la connaissance est collégiale. Et donc, c'est un cas qui est intéressant, non pas sur le plan politique, parce qu'aujourd'hui, évidemment, 20 ans plus tard, on a tout le retour de bâton, le cofondateur de Wikipédia qui s'est plaint dans la presse en disant que Wikipédia a été influencé par le FBI et par la CIA, qu'il a déclaré officiellement, même Snowden est devenu très critique de Wikipédia, mais je ne veux pas que vous voyez l'aspect politique, je veux que vous voyez l'aspect data system, c'est-à-dire infrastructure de la connaissance, pour reparler d'une façon pédante. Puisque, comme je vous le disais aux leçons précédentes, Thatcher nous rappelait « Vous et moi, nous prenons le train, mais les économistes ne se déplacent qu'en infrastructure. » Vous et moi, lisons ou utilisons une IA ou utilisons un moteur de recherche. Les économistes de la connaissance, eux, utilisent les infrastructures de la connaissance. Et j'ai parlé des autoroutes de l'information, j'ai parlé de l'IA, j'ai parlé d'Internet. En fait, le wiki, qui au passage vient aussi du dialecte hawaïen, je vous avais parlé de l'Aniakea, paradis incommensurable, notre adresse dans l'univers. Je crois que c'est 25 000 galaxies dans un super cluster. Eh bien, c'est du dialecte hawaïen, donc, et wiki, en fait, ça veut dire rapide. C'est en fait une sorte de créole de quick wiki. C'est vraiment du créole. Donc, Wikipédia, encyclopédie rapide. Au passage, quand Microsoft avait fait DOS, Disk Operating System, au départ, ça c'était pour vendre qu'ils l'ont appelé DOS, Disk Operating System, mais en fait, au départ, ça venait de QDOS, qui voulait dire Quick and Dirty Operating System. Donc assez marrant de voir que c'était aussi un truc fait à l'arrache. Et c'est assez connu qu'en économie de la connaissance, on a souvent, pas toujours, mais souvent un phénomène entrepreneurial qui est le phénomène du « le gagnant prend tout », « winner takes all », comme au poker. Celui qui gagne prend le pot. Et ben, en matière d'innovation, en matière de technologie, c'est souvent le cas. Winner takes all, ce qui d'ailleurs crée en général des trusts, crée des monopoles comme Google, comme Microsoft, qui possèdent aujourd'hui des parts de marché colossales, qui pour les systèmes d'exploitation ou qui pour les moteurs de recherche. Donc la connaissance est collégiale. Autre exemple de collégialité de la connaissance, le cas du CERN, Centre européen de recherche nucléaire. Et là, on revient à l'histoire d'Apple, puisque, en fait, je vous ai dit que la connaissance doublait. Alors, quand j'ai commencé les confs tous les 9 ans, maintenant c'est tous les 2 ans, donc c'est vraiment un emballement exponentiel. Et là, vous voyez une machine très intéressante qui a été développée au CERN, qui s'appelle le Next Cube, et qui est une vraie légende dans l'histoire de l'informatique. Le Next Cube, c'est un PC premium, très cher, l'équivalent de 100 000 francs de l'époque pour les gens qui avaient voulu l'acheter en France. Donc on était sur du 15 000 $, mais avec ajusté de l'inflation, 15 000 $ pour une machine, ça serait plutôt de l'ordre de 50 000 aujourd'hui, ou au moins, disons, 30 40 000. Et ça a été voulu par Steve Jobs quand il a quitté Apple. Il crée la boîte Next, et il est là aussi ridicule, dangereux, évident. Il va utiliser un boîtier en magnésium pour que le boîtier serve de radiateur. Ça va être une marque de fabrique des produits Apple qui n'ont pas de trou de ventilation. Un truc assez fascinant encore aujourd'hui, parce que c'est le boîtier qui sert à ventiler et à refroidir le microprocesseur. Et ce Next Cube en particulier, si on zoome sur l'étiquette qui est collée dessus, vous allez voir un message très intéressant. Ceci est un serveur, ne l'éteignez pas. Do not power down. C'est ce que vous voyez sur cette étiquette. Parce qu'en fait, ce Next en particulier, c'est une pièce de musée. C'est le Next d'un certain Tim Berners-Lee, qui est le fondateur du World Wide Web. Le World Wide Web est né au CERN parce que Tim Berners-Lee, ingénieur du CERN, voulait résoudre un problème de type tour de Babel. J'ai dit la connaissance est collégiale. Et le problème de la tour de Babel, dans la Bible, c'est que personne ne parle la même langue. Alors c'est valable pour les langues au plan linguistique, mais ça peut être valable aussi au plan scientifique. À savoir, au CERN, vous aviez des médecins, oui, parce qu'on a besoin d'isotopes radioactifs pour certaines radios, donc il y avait des médecins qui utilisaient l'accélérateur de particules du CERN. Vous aviez bien sûr des physiciens quantiques, des philosophes, des politiciens qui devaient expliquer pourquoi on dépensait autant d'argent, des économistes, des informaticiens, etc. Et donc, le problème, c'est qu'ils ne se comprenaient pas.
Or, à l'époque, ils échangeaient par fax. Et le pire du pire, c'est que le CERN est une seule ressource partagée, mais ce n'est pas une ressource qu'on peut mutualiser. On ne peut pas faire plusieurs expériences en parallèle dans le CERN, c'est un seul accélérateur de particules, donc ça veut dire qu'il y a une liste d'attente. Et vous êtes là, par exemple, vous êtes médecin, vous avez besoin d'isotopes radioactifs à courte durée de vie pour faire de la cancéro, et vous attendez depuis 6 mois, et vous recevez un fax qui vous dit « Désolé, vous allez devoir attendre 18 mois de plus, parce que l'expérience des physiciens, elle n'est pas finie. » Et là, vous dites « Mais attendez, expliquez-moi, c'est pas possible. » « Ah, on en a besoin parce qu'on cherche le boson de Higgs. » « Mais c'est quoi le boson de Higgs? »« Ah, vous savez pas ce que c'est que le boson de Higgs ?» Et là, vous partez dans un échange de fax où personne ne se comprend. Le problème de la tour de Babel. Alors, Tim Berners-Lee se dit « Mais attendez, ce serait bien d'avoir un truc, une sorte de fax magique, où on aurait des mots en bleu. Quand on clique sur le mot en bleu, quand on appuie sur le mot en bleu, on aurait la définition qui sort. Pop. En fait, ce qu'il décrit, ça porte un nom aujourd'hui. Ça s'appelle l'hypertexte. Au départ, ça s'appelait le MEMEX. Ça a été pensé par Vannevar Bush, qui était l'administrateur scientifique du projet Manhattan, la bombe atomique. Parce que le projet Manhattan avait posé le même problème que le CERN. Ça tombe bien, le N de CERN, c'est nucléaire, avec un N comme Nagasaki. Donc il y avait les mêmes enjeux, à savoir une grosse coopération avec des chercheurs de domaines très différents et des deadlines et une logistique. Or, Vannevar Bush, dans les années 40, et il avait déclassifié ça dans un excellent article de The Atlantic qui s'appelle « As We May Think », où en fait, il théorise l'hypertexte, mais il appelle ça le MEMEX, l'extension de la mémoire, MEMEX. On est en 44-45. Vannevar Bush avait déjà dit « Moi, en tant qu'administrateur scientifique du projet Manhattan avec Oppenheimer et compagnie, il y a déjà plein de mots que je comprends pas alors que j'ai un doctorat, et à chaque fois que je reçois un mémo, je pige que dalle, j'ai besoin qu'il y ait quelqu'un qui m'explique chacun des mots. » Or, ce qui serait bien, ce serait qu'il y a un grand fichier, et quand j'appuie sur le mot que je ne comprends pas, il y a la définition qui sort. Et ça, il appelle ça le MEMEX. 40 ans plus tard, à peu près 45 ans, disons 44-89, parce que là on est en 89, ce Tim Berners-Lee se dit au CERN, on peut le réaliser ce MEMEX, c'est faisable maintenant. Pourquoi? Parce qu'on a des écrans en couleur. Pourquoi on a des écrans en couleur? Parce qu'il y a eu la fusion du design et de l'informatique avec Steve Jobs. Et en particulier, quand il a créé Next, il a été un des premiers à acheter des technologies d'écran couleur. Donc, on peut faire des mots dans une couleur, parce qu'avant, c'était comme dans Matrix, c'était du vert sur fond noir. Et donc, maintenant, et on ne pouvait pas faire d'hypertexte facilement avec du vert sur fond noir, sauf en soulignant le mot, et c'est ce qu'on faisait. Mais là, on peut mettre du mot en bleu. Alors, Tim Berners-Lee, il invente un langage de programmation pour mettre les mots en bleu. Ça s'appelle langage de marquage hypertexte. En anglais, HTML, Hypertext Markup Language. Et il invente un protocole de transfert hypertexte, en anglais, HTTP, Hypertext Transfer Protocol. C'est pour ça que le langage de programmation d'Internet, c'est le HTML. C'est pour ça que quand vous tapez une adresse sur Internet, en URL, c'est http://. D'ailleurs, il s'en veut encore aujourd'hui que ce soit aussi compliqué. Il aurait aimé trouver une façon plus simple, il n'y avait pas besoin des //, c'était une convention informatique de l'époque, il aurait au moins pu enlever un slash. Vous avez d'autres protocoles de transfert sur Internet, le FTP par exemple, File Transfer Protocol. Ça, c'est des infrastructures de la connaissance, et c'est des infrastructures qui répondaient à des questions précises en économie de la connaissance, qui sont la collégialité de la connaissance. Chacun possède un morceau de connaissance. Quand on échangeait des fax au CERN, c'était pourri, c'était plus compatible avec les besoins du CERN, donc il fallait avoir ce système de connaissances. Mais il faut savoir que là aussi, il est passé par ridicule, dangereux, évident, Tim Berners-Lee, parce qu'il y avait quand même des problématiques de sécurité au CERN. Comme je vous l'ai dit, c'est le Centre européen de recherche nucléaire avec un N comme Nagasaki, donc avoir une grande base de données collégiale où chacun peut échanger, c'est quand même un problème de sécurité majeur. Il a réussi à l'imposer, mais ça aurait pu être empêché. Et en fait, il y a un pays, il y a une puissance dans laquelle ça a été empêché, c'est l'Union soviétique. L'Union soviétique avait des programmes pour Internet, avait des précurseurs d'Internet qu'ils avaient parfois copiés, parfois imités, parfois innové purement par rapport au fameux ARPANET des Américains, qui avait lui-même été développé pour éviter la destruction des bases de données américaines en cas de guerre nucléaire. Donc ARPANET, c'était quoi? C'était les serveurs qui copiaient leur contenu sur de grandes distances. Donc l'idée d'ARPANET, c'était si jamais Washington explose, on a une copie à Eureka dans l'Oregon, ou dans l'État de Washington, pardon, et si jamais New York explose, on a une copie à Miami. Ça, c'était ARPANET. Les Russes avaient fait pareil, sauf que eux, dans leur cas, étude de cas intéressante dans l'économie de la connaissance, le cloisonnement et la bureaucratie avaient empêché leur système
de se répandre à l'échelle de toute l'Union soviétique. Il aurait pu. Vous avez un autre cas que je vous recommande en marge de cette masterclass à étudier, c'est le cas de Tetris, qui est un cas vraiment fascinant, à savoir un jeu vidéo fondé par un programmeur soviétique. En plus, au début, c'était de l'ACI, en fait, on ne pouvait pas voir les blocs, c'était pas une carte graphique, c'était des lettres. Il utilisait des parenthèses avec des traits pour faire les blocs. Et il avait appelé ça Tetris parce que c'était un mélange de tétramino, vu que chaque pièce dans Tetris a 4 blocs, donc tétramino, et is parce qu'il adorait le tennis. Donc il avait fait un mix de tétramino et tennis. Et bien toute l'histoire de la propriété intellectuelle de Tetris et comment elle a été transférée au monde occidental à l'époque est aussi une étude de cas fascinante en économie de la connaissance sur comment la bureaucratie peut vous empêcher non seulement d'innover, mais de distribuer votre solution, et comment le cloisonnement, qui était évidemment tenu à l'extrême dans le cas de l'Union soviétique, peut vous empêcher le phénomène du winner takes all, parce que là, évidemment, j'ai pris le cas soviétique pour marquer vraiment le coup, mais si j'avais voulu enfoncer le clou, j'aurais fait évidemment ma mauvaise langue en disant que le cas du Minitel avec la France est très comparable à ce qui s'est passé en Union soviétique, puisque l'absence d'ouverture des standards a aussi causé l'obsolescence anticipée du Minitel, qui au départ avait une véritable avance, mais qui à la fin a été complètement devancé par Internet, qui était beaucoup moins efficace sur le plan énergétique, mais beaucoup plus ouvert. Et donc tout le monde pouvait s'en emparer. Ça aussi, c'est la collégialité de la connaissance. Au final, Tim Berners-Lee a utilisé cette machine de Steve Jobs, qui était le Next. Apple va racheter Next, c'est comme ça que Steve Jobs va revenir aux affaires. Retenez que si nous n'apprenons pas en groupe, nous n'apprendrons plus du tout. Aujourd'hui, la connaissance est collégiale, il faut faire des repas de connaissances en groupe. Et oui, j'ai parlé de partous au chapitre précédent, maintenant je parle simplement de dîner façon symposium. Et il faut des symposia, c'est la bonne façon d'apprendre. La partous, autant c'était pour les connaissances elles-mêmes, il faut les mélanger. Mais pour les humains, pour apprendre, il faut être en groupe. Je vous ai dit que dans la Bottega, il y avait la partie innovation, la partie apprentissage. La partie apprentissage, c'est en groupe. La partie innovation, il faut savoir quand la faire seule et savoir quand la faire en groupe. Mais retenez donc que la connaissance, son autre propriété fondamentale avec la prolificité, c'est la collégialité. Ensuite, les 3 lois de la noodynamique. Nous, en grec, c'est l'esprit. On peut dire que la noodynamique, c'est la dynamique des échanges de connaissances. Comme il y a une thermodynamique, la dynamique des échanges de température, il y a une noodynamique, la dynamique des échanges de connaissances. Et les 3 lois fondamentales, c'est que les échanges sont à somme positive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je vous donne 20 €, ils sont plus à moi. Si je vous donne 20 € sur la comptabilité, ça fait plus 20 pour vous, moins 20 pour moi. Moins 20 plus 20 égale 0, donc on dit que c'est un échange à somme nulle. La plupart des échanges en géopolitique sont à somme nulle, d'où le conflit israélo-palestinien. Un territoire, ça se partage à somme nulle. Si moi je prends un bout de territoire, ça en fait moins pour vous. Si je prends un bout de gâteau, ça en fait moins pour vous. On va voir que c'est tout un problème de la géopolitique standard par rapport à la géopolitique de la connaissance. La connaissance, non. Si je vous donne de la connaissance, là je vous donne cette masterclass, elle sort pas de ma tête. On comprend bien que si à chaque fois que je donnais une conférence ou une masterclass, la connaissance sortait de ma tête, aujourd'hui j'aurais le QI d'une aubergine. Mais j'espère que c'est pas le cas. Et vous êtes libre de rigoler en regardant cette masterclass chez vous, mais je peux vous donner de la connaissance sans la perdre. Alors que si je vous donne 20 €, je les perds. Sur le plan comptable, ils sont plus à moi. La propriété d'une chose matérielle est à somme nulle. La propriété d'une chose immatérielle est à somme positive. Si je vous donne de la connaissance, je la reproduis. Et quand on parlera biomimétisme, vous allez bien comprendre que c'est quelque chose de majeur. Donc, première loi, les échanges sont à somme positive. Deuxième loi, les échanges ne sont pas instantanés. Et oui, un échange de propriété, c'est instantané. Je vous donne 20 €, ils sont à vous tout de suite. Je ne peux pas vous donner la physique quantique tout de suite, c'est pas possible. Cette masterclass, elle prend du temps, elle va prendre plusieurs heures, je ne peux pas vous la donner en une seconde. Vous allez devoir, pour l'acheter, payer de l'attention et du temps, ce que l'on va voir juste après. Enfin, les échanges ne sont pas linéaires. Et oui, savoir A et B, c'est ce que dit cette formule. Savoir A et B, c'est plus que savoir A et savoir B séparément. C'est ça la sérendipité, c'est ça la prolificité de la connaissance. La connaissance a des enfants. Quand vous mettez deux connaissances ensemble, elles font un petit, comme quand Apple décide de mélanger le design et l'informatique, ce qui nous semble évident aujourd'hui, mais ce qui était révolutionnaire à l'époque. Donc, les 3 règles de la noodynamique. Les échanges de connaissances sont à somme positive. Si je vous donne 20 €, ils sont plus à moi. Si je vous donne de la connaissance, elle est encore à moi. Les échanges de connaissances ne sont pas instantanés. Si je vous donne 20 €, ils sont tout de suite à vous. Si je vous donne cette masterclass, il faut l'écouter. Ça prend du temps. Les échanges ne sont pas instantanés. Ça, c'est une mauvaise nouvelle. Les échanges ne sont pas linéaires. C'est une très bonne nouvelle. Si je mets 20 € et 20 € ensemble, ça fait 40 €. Mais si je mets 1 kilo de connaissances et un autre kilo de connaissances, ça fait pas 2 kilos de connaissances, ça en fait 3. Alors que si je mets 1 kilo de riz et 1 kilo de riz ensemble, ils n'auront pas des petits.
Vous avez ce phénomène biologique dans les échanges de connaissances qui fait que la connaissance est prolifique, elle a des petits, donc les combinaisons ne sont pas linéaires. Ça, c'est une excellente nouvelle et on va voir dans les leçons suivantes toutes les conséquences économiques que ça peut avoir, aussi bien à l'échelle micro ou mésoéconomique, PME, ONG, municipalité ou même en famille en réalité, et à l'échelle macroéconomique pour sauver rien de moins que la planète.